Il y a 45 ans, dans ce quartier de Ménilmontant, d'une famille algérienne et qui maintenant essaie de tracer d'une certaine manière sa voie dans l'écriture et la littérature, et est bien heureux de le faire. La littérature, l'écriture, ça a toujours été une passion pour toi? Oui, j'ai toujours aimé ça, notamment au collège, où vraiment, on va dire que ça a commencé. Mais j'ai été assez frustré très rapidement en quittant justement ce collège et d'une certaine manière en quittant cette passion à contre-cœur. Oui, on dit en quittant, tu es gentil, on t'a un peu forcé à partir. Oui, on va dire que j'y ai mis du mien aussi. Et les torts sont assez souvent partagés. Dans mon cas, ça a été le cas. Et finalement, voilà, au début, on a l'impression de faire quelque chose de génial en quittant le collège et d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus autonome. Mais on le regrette très rapidement, et notamment quand on n'a plus accès à ses livres, à l'écriture, à ses mots, à ses histoires, à ses camarades. Et finalement, ça a été un très grand regret. Et maintenant, j'essaie de rattraper justement cette frustration. Alors, tu en es à ton troisième, quatrième livre? Troisième livre, absolument. C'est le premier qui est autobiographique. C'est ça, le premier est un récit de vie, donc s'appelle La Barbe. Il est paru aux éditions du Seuil en 2015 dans la collection de Pierre Rosanvallon, Raconter la vie. Et c'est un récit de vie qui raconte, on va dire, une période qui court de la déscolarisation, vers 15 ans, jusqu'à 30 ans où il se passe quelque chose avec ma barbe, donc je ne le raconte pas pour ne pas spoiler, mais en même temps, l'indice est déjà sur mon visage, Oui, où finalement je me rase la barbe, voilà, après l'avoir portée pendant une dizaine d'années. Et ce livre raconte cette période. Ça part d'un malaise, et je me laisse pousser la barbe parce que j'arrive à la mosquée de mon quartier. On m'y invite quand j'ai 20 ans, et les personnes qui m'y invitent en fait portent elles-mêmes la barbe. C'est un groupe de prêcheurs, et donc la barbe, mais pas seulement, le turban, le discours qui va avec. Et finalement, je fais le lien en me disant que pour retourner à la mosquée, donc cet endroit qui m'apaise à ce moment-là, je viens, on va dire, de la petite délinquance, après la moyenne délinquance, enfin ça va de plus en plus vite. C'est assez violent quand on traîne dans le quartier en faisant des bêtises et de plus en plus grosses. Et à la mosquée, je trouve justement cette paix-là, ce calme-là, que finalement je connaissais aussi un petit peu à l'école et que je retrouve de cette manière-là, notamment avec les murs qui me protègent, avec une fois de plus ce calme, avec les bouquins que je retrouve. Et je me dis que pour y retourner, il faut que je ressemble aux personnes qui m'ont invité. Donc je commence à me laisser pousser la barbe, j'y prends goût. J'y prends goût aussi, pourquoi? Parce que finalement il y a le discours qui va avec, et en retournant dans le quartier et en ayant cette fois les clés de la maison de Dieu, et en ayant le discours un peu entre guillemets prophétique, même si je comprends plus tard que c'est un peu plus complexe que ça, la barbe et toutes ces choses-là, donc j'y trouve un nouveau respect. J'y trouve en fait finalement une nouvelle personnalité, et je m'enivre de tout ça, et c'est pour ça que je la garde aussi longtemps. Une fois que, en fait, grosso modo, c'est une espèce de vengeance. L'école, le circuit scolaire, l'école classique t'a rejeté alors que tu étais quand même bon élève dans certaines matières. Donc tu vas vers celui qui t'accepte. Je ne sais pas si c'est une vengeance, peut-être plutôt une revanche. Une revanche, mais aussi sur moi-même. Parce que on a beau se raconter des histoires et en raconter parfois à d'autres, au fond de soi, on sent que quelque chose ne va pas, et que c'est aussi parce qu'on ne fait pas tout pour que ça aille. Et moi, dans mon cas, finalement, c'est ce qui se passe, c'est que je deviens ce petit voyou qui n'est pas à sa place, et je fais finalement assez peu de choses. En tout cas, je trouve assez peu de moyens pour devenir autre chose. Et notamment le garçon qui fait du bien à ses parents, dont les parents pourraient être fiers, ou en tout cas qui ne leur donne pas de soucis. Et en arrivant à la mosquée, j'ai cette réflexion toute bête qui me dit à la maison, tout le monde aime Dieu, parce que je suis de confession musulmane. Donc si je vais à la mosquée et que je commence justement moi-même à me mettre à aimer Dieu, bah, tout le monde va m'aimer à la maison de nouveau. À un moment où j'ai l'impression en fait qu'on ne m'aime pas et que je suis vraiment un problème. Et donc voilà, c'est un peu une revanche sur le homard qui ne me plaît pas, qui est assez taciturne, pas sympa, parfois violent. Et c'est une revanche en fait sur ce homard-là que j'essaye finalement de traduire par mon arrivée à la mosquée. Cette histoire qui remonte à 30 ans en arrière, du petit homard, en fait, cette histoire qui pourrait être singulière, elle n'est pas si singulière que ça. En fait, le parcours que tu décris, il est sans doute le parcours il est le parcours de plein de jeunes issus de l'immigration, souvent, enfin issus de l'immigration. Toi, tu es né à Paris, mais donc cette histoire que tu racontes, elle est des homards, on peut en trouver plein
dans ton quartier? Absolument, et j'en rencontre aussi assez régulièrement, parce que ce livre-là m'a amené à retourner d'une certaine manière à l'école aussi, en allant dans les collèges, dans des lycées, parfois à l'université, parfois en maison d'arrêt, où je rencontre en fait plein de petits homards qui vivent ce que moi j'ai vécu, qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe et qui parfois vont vers la délinquance tout simplement pour aller avec le groupe, pour aller avec les potes du quartier et qui se disent et qui me le disent en tout cas moi, voilà, j'ai absolument rien à voir avec tout ça, mais ça m'emporte et pour être en fait avec eux finalement, j'essaie d'être comme eux et moi c'est ce que je dis souvent, j'ai toujours été un très mauvais voyou, j'ai pas été vraiment fait pour ça, notamment parce que j'ai reçu aussi une éducation et que cette éducation m'a d'une certaine manière à chaque fois sauvé, mais par ailleurs je faisais toujours ces bêtises-là finalement pour être avec le groupe, pour être avec les copains, pour ne pas me retrouver seul. Et les gamins que je rencontre aujourd'hui, filles et garçons d'ailleurs, quand vous discutez un petit peu avec eux et quand vous prenez le temps de les écouter, c'est souvent la même chose qui se passe. Donc effectivement, il y en a encore d'autres et j'imagine qu'il y en a au Costa Rica, il y en a au Mali, il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine et en Russie, partout. Et finalement, c'est une période de la vie qui est, on va dire, où on est beaucoup plus fragile que d'autres. Et quand la société, quand la famille ou alors quand il y a un déséquilibre autour de soi, on peut très vite être soi-même être déséquilibré et finalement trébucher, parfois tomber, parfois ne pas se relever. Et voilà, donc c'est pas vraiment un cas singulier, mais c'est un cas en fait à mon avis beaucoup plus universel qu'on ne le pense. Tes parents voient comment cette époque? Ils t'en ont parlé, ils t'ont alerté ou est-ce que finalement tout glissait sur toi et tes parents n'avaient aucune manière de te rappeler à l'ordre? Non, mes parents sont catastrophés. Et mes parents en fait sentent très bien que ça ne va pas, qu'il y a un malaise. Pour mon père, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que d'ailleurs je l'ai interrogé à ce sujet et mon père me dit, quand je me suis rendu compte de ce que tu faisais, tu étais déjà parti. Tu m'avais déjà glissé entre les doigts comme il disait et finalement pour ma mère le voyait peut-être un peu plus puisque ma mère est toujours à la maison et ma mère sentait vraiment que ça n'allait pas. J'ai commencé à décrocher scolairement, on va dire entre la 5e et la 4e. Ensuite j'avais des périodes où je revenais plus en cours, d'autres périodes où c'était n'importe quoi, mais je ne montrais pas forcément à la maison, j'arrivais un peu à cacher les choses et finalement quand mes parents se sont rendus compte, on va dire, du fossé qui s'était créé entre moi et notamment l'institution scolaire. C'était un peu trop tard et puis je jouais l'anguille, je rentrais à des heures où plus ou moins il dormait, même si ma mère ne dormait jamais. Mon père partait au chantier ensuite vers 6 h du matin, enfin 6-7 h du matin. Et donc j'étais rentré à ce moment-là ou alors je rentrais un petit peu après. Et donc voilà, pour mes parents ça a été extrêmement compliqué. Mais mon père m'a dit une chose, il m'a dit quand j'ai vu en fait ce qui t'arrivait, je me suis dit voilà, il fait cette expérience-là, que ce soit la délinquance, que ce soit le passage à la mosquée. Et il m'a dit moi ma responsabilité c'était de garder la porte ouverte. Donc j'ai toujours gardé la porte ouverte. Effectivement c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qui m'a sauvé. Et j'ai toujours su à un moment en fait que je pouvais revenir vers eux et chez eux. Et cette pensée-là en fait m'a gardé d'une certaine manière en vie. Quel regard a l'homme de 45 ans sur ce jeune homme, justement sur cet ado? Tu le regardes avec beaucoup de compassion? C'est une bonne question et c'est mitigé. Comment est-ce que je regarde cet enfant, enfin l'enfant que j'ai été? En même temps, je me dis que c'est celui qui a construit l'homme que je suis devenu maintenant. Et j'ai l'impression d'être utile à la société, de me rendre utile en tout cas à mes proches, aux gens qui sont autour de moi. Donc voilà, je ne peux qu'en être satisfait. Mais en même temps, je sais pour travailler justement avec ces jeunes-là que c'est compliqué, qu'il faut faire preuve d'énormément de patience, que parfois ça dure très longtemps. Mes parents ont patienté avec moi pendant plus de 20 ans finalement. J'ai commencé à me stabiliser vers l'âge de 35 ans, il y a à peine une dizaine d'années. Quand je parle de me stabiliser, c'est commencer à, on va dire, chercher du travail, à arrêter de dormir dans ma chambre d'ado ou alors à vivre à droite à gauche pendant quelques semaines, quelques mois et revenir, finalement à leur faire du souci. Et 20 ans, c'est long. Et ils ont eu cette patience-là. Et voilà, ne serait-ce que pour ça, je peux regretter d'avoir eu ce temps en fait très long pour eux. Parce que je sais que ça a dû être très compliqué pour eux. Mais finalement, pour moi, presque égoïstement, c'est ce qui m'a construit. Donc finalement, voilà, je suis d'une certaine manière content d'être passé par là. Et si maintenant cette expérience peut servir à d'autres, et il semble que ce soit le cas, je m'en réjouis. Omar, tu te dis quoi? Je suis franco-algérien, je suis fils d'immigrés, je suis le titi parisien. Alors, qui est Omar? Ça revient à la question que je posais tout à l'heure. Alors je me vois avant tout finalement comme quelqu'un du quartier de Ménilmontant.
Pourquoi? Parce que on va dire que c'est l'identité qui résonne le plus en moi. C'est-à-dire les personnes que je connais le mieux et le plus sont les personnes de mon quartier, les lieux aussi que je connais le plus, d'une certaine manière les règles de ce quartier aussi je les connais et finalement je dirais d'abord que je suis un gars de Ménilmontant, un gars du quartier. Et ensuite peut-être, et même certainement donc un Parisien parce que je commence à connaître un peu cette ville, j'y suis né et à l'apprécier et notamment en ayant interrogé mon père sur sa connaissance à lui de la ville et qui m'a fait encore plus l'apprécier. Je dirais oui effectivement que je suis français parce que je suis né à Paris donc en France, mais finalement je connais assez mal ce pays, voire même parfois très mal. Je commence à le découvrir à travers justement les rencontres que les livres en fait m'apportent et je rencontre aussi des Français, c'est un peu bête à dire hein, parfois, mais notamment des personnes de régions en fait que je n'aurais jamais imaginé. Je pense à la Creuse, je pense à la Normandie, à la Bretagne, à toutes ces régions où je suis invité pour parler de mes livres et où je rencontre en fait ces personnes que je n'aurais même jamais imaginé rencontrer, avec qui je discute. Certaines parfois viennent me voir presque en m'avouant, notamment avec le dernier livre où je parle aussi de Martin Lado, qui est l'un de ces Français venus des régions, et qui me disent, vous savez, mon grand-père est venu d'Auvergne, mon père est venu en fait paver les pavés de Paris, de Bretagne, etc. Donc oui, je suis français et je découvre en fait ce pays-là. Et je suis aussi algérien parce que je suis d'origine algérienne et que mes parents sont venus d'Algérie, mais je connais tellement mal ce pays. Et j'en connais en fait ce que mes parents m'en ont appris, mais finalement j'y suis retourné là pour aller enterrer mon père l'année dernière, alors que je n'y avais pas été depuis 27 ans. Donc est-ce que je peux dire que je suis algérien et que il suffit pas de le dire en fait pour l'être, mais j'attends en fait de découvrir ce pays, comme j'attends de découvrir aussi la France et voilà. Je pourrais le dire comme c'est facile à dire, je suis, je ne suis pas, etc. Mais dans les faits, c'est selon moi la connaissance que vous avez de quelqu'un ou alors d'un quartier ou d'une ville ou d'un pays qui fait d'une certaine manière que vous en êtes. Donc voilà, j'attends d'avoir plus cette connaissance pour peut-être un jour pouvoir dire oui, je me sens algérien, je me sens français, je me sens du quartier en tout cas. Là, c'est un fait. Ce qui se passe actuellement en Algérie depuis quelques mois te touche? Tu t'y intéresses ou c'est quelque chose qui t'est tellement lointain, aussi lointain que peut naître la Kabylie, d'où sont venus tes parents? Tu te sens concerné par ce qui se passe? Tu t'y intéresses ou pas? Oui, bien sûr, je suis intéressé par ce qui se passe en Algérie et bien évidemment, ça me touche. Mais ça ne me touche pas seulement parce que c'est en Algérie. Il se passe par exemple un peu la même chose à Hong Kong et ça me touche tout autant parce que c'est finalement, en fait, c'est un peuple qui se soulève, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas qui se met en marche et qui sort et à un moment se rencontre. Ça me touche aussi ce que font les Gilets jaunes, aller se voir sur les ronds-points, se rencontrer, mais c'est pas lié à l'Algérie. C'est pas lié à Hong Kong, c'est pas lié en fait au rond-point qui se trouve dans la Nièvre ou que sais-je. C'est tout simplement des personnes en fait qui à un moment décident de prendre un petit peu leur destin en main, qui ne savent pas trop comment faire, qui échouent. On peut parler parfois d'échecs, oui, parfois les médias disent la mobilisation s'essouffle, etc. Mais qui en vérité réussissent. Parce qu'ils se rendent compte, ils sortent de chez eux, ils se rendent compte en fait finalement qu'il y a d'autres personnes comme eux et ils peuvent faire des choses ensemble. Et voilà, c'est pas parce que c'est lié à l'Algérie que ça me touche tout particulièrement. C'est parce que justement il y a une population en fait qui se met finalement en marche et c'est ce que je trouve touchant. On revient au livre dont on parle aujourd'hui, Tu n'habiteras jamais Paris. C'est une phrase qui a donné le titre au livre que mon papa a entendu d'une assistante sociale dans le 20e arrondissement à Paris, on va dire vers la fin des années 60. Mon père est arrivé en 63 à Paris et donc mon père a travaillé à Paris, enfin a toujours travaillé à Paris en banlieue parisienne et a toujours vécu à Paris et a aimé cette ville. Comme il le disait, je ne suis pas simplement venu pour y travailler mais aussi pour y vivre. Et à un moment, il décide de faire venir ma mère et il veut, on va dire, un espace un peu plus grand que le garni où il habite avec ses cousins et ses copains, rue de la Mare, où ils sont à 7-8 dans la chambre. Et il va voir l'assistante sociale pour éventuellement lui demander un coup de main. Et l'assistante sociale lui dit « Bouzid, ne te fais pas d'illusions, tu n'habiteras jamais Paris. Cette ville n'est pas pour toi. On va te donner toute la place dont tu as besoin en banlieue. Avec tes cousins, tu y seras comme chez toi, mais pas à Paris. » Et mon père, en fait, a dit non. C'est sa révolution française, comme il le disait. Et j'ai trouvé que c'était très juste. J'en ai même d'ailleurs discuté avec lui. Ça a été finalement le bon titre parce que ça résume assez bien sa situation et celle de personnes comme lui qui sont venues de Martin Lado, en fait, venus de Creuse à Paris dans les années 1830 à mon père ou aux migrants, par exemple, qui arrivent maintenant. Ce sont des personnes à qui on se permet, en fait, de donner des directions.
et même des directives et de leur dire c'est ici et c'est pas là-bas, cet endroit vous est interdit, etc. Et qui finalement, en fait, mon père ne s'est pas arrêté à ces directions qu'on lui a données et il a dit non. Il a dit non, moi je ne veux pas m'asseoir là, je veux m'asseoir ici. Ça va prendre plus de temps, je vais essayer de me donner les moyens, mais je vais le faire. Et finalement, il a réussi parce qu'il a fini par habiter Paris, il a fini même par y mourir. Et d'une certaine manière, ce titre-là, en fait, dit bien la volonté, le caractère et le courage de tous ces individus, femmes et hommes, une fois de plus, quelle que soit en fait leur origine, et qui à un moment en fait ne s'arrêtent pas là où on veut qu'ils s'arrêtent. C'est vraiment le message de ce livre-là et le message finalement de la vie de mes parents. Et le parallèle avec Martin Lado finalement c'est quasiment imposé au livre, parce que quand je me suis intéressé à Martin Lado, c'est parce que d'abord j'ai interrogé mon père place Martin Lado, oui. Donc qui se trouve derrière. Et ma compagne, qui est toujours de bons conseils, en fait, m'a dit tu devrais te renseigner sur lui, il a été maçon comme ton père, et voilà, il y a peut-être des parallèles à faire, il a vécu dans le même quartier. Et effectivement, en m'intéressant à Martin Lado, ce qui d'abord m'a fait peur, c'est qu'il fallait m'intéresser à un siècle, à une population, la population ouvrière de ce siècle, à une France, en fait, une fois de plus, que je ne connaissais pas. Et finalement, en m'intéressant à lui, j'y ai trouvé tellement de parallèles, notamment l'enfance dans un petit village, on ne peut même pas parler de village, c'est un hameau, perdu en fait dans une France en fait elle-même totalement anonyme et inconnue, que ce soit la Kabylie de mon père en 1939 ou alors la Creuse de Martin Lado en 1815. Je crois que la Kabylie avait plus de population, était plus peuplée que la Creuse. Par exemple, absolument, Martin Lado est vraiment né au hameau de la Martinèche, hein. Il y avait une maison et demie, hein, voire deux. Et ils sont nés dans une maison qu'ils partageaient avec les bêtes. Et ensuite, quand ils sont montés à Paris, ils ne parlaient quasiment pas la langue, alors qu'ils étaient tous les deux d'une certaine manière français. Mon père est arrivé en 63, mais l'Algérie venait d'être indépendante. Martin Lado ne parlait pas non plus le français qu'on parle aujourd'hui, c'était le patois. Et il y a eu cet accueil en fait extrêmement difficile dans la ville, où on a dit à Martin Lado et alors, est-ce que tu viens manger notre pain ? Et on l'a dit aussi à mon père, et finalement tous ces parallèles, notamment en fait le rapport à l'instruction, le rapport en fait à la langue pour réclamer ses droits, le réclamer aussi pour les personnes qui sont avec soi, à commencer par ses enfants, son épouse, ses camarades de chantier, etc. Et finalement ces deux personnages ont vécu les mêmes choses à deux époques différentes, dans une France aussi différente. Et c'est ce qui m'a intéressé finalement, c'est le recommencement. L'éternel recommencement de l'individu qui doit pousser sa pierre et qui doit parfois le faire seul et pour essayer une fois de plus d'être quelqu'un d'autre qu'on veut qu'il soit, notamment un invisible, un anonyme, quelqu'un en fait dont on a juste besoin des bras et des mains et pas forcément de la tête ni de la langue. Et donc voilà, c'est vraiment ces deux histoires-là que j'ai trouvées extrêmement proches. Martin Lado aurait pu être mon arrière-arrière-grand-père. Et Bouzid, mon père, aurait pu être en fait son arrière-arrière-petit-fils. Donc voilà, c'est vraiment ce parallèle que j'ai trouvé intéressant et je suis assez content de l'avoir fait finalement, presque par hasard, parce que j'ai énormément en fait de messages et de rencontres, je reçois des lettres extrêmement touchantes, donc de entre guillemets français de souche, hein, apparemment certains le disent, donc peut-être qu'on a le droit de le dire, et de personnes qui sont là depuis plusieurs générations et qui me disent voilà, je me rends compte que je viens aussi d'une histoire d'immigration. L'immigration n'est pas venue seulement du Maghreb, d'Afrique dans les années 60, d'Espagne, du Portugal. Moi aussi, en fait, qui viens d'Auvergne, qui viens du Loiret, qui viens du Cher, ça a commencé comme ça. Et je trouve ça extrêmement touchant et que les gens s'en rappellent à travers justement la lecture de ce livre-là. J'ai envie de dire que le pari est réussi. Hein. Ton papa est parti en septembre de l'année dernière. Tu es heureux au final d'avoir pu discuter avec lui ? T'es transmis, légué, donc ça a été compliqué de parler avec ton père ou pas ? Non, en fait, finalement, ça a été très simple et beaucoup plus simple que je ne l'imaginais. Ce qui a été compliqué, c'est finalement moi-même, je ne savais pas où on allait. Je voulais juste en fait qu'il me raconte son histoire. Et quand je pensais à son histoire, c'était pas son histoire politique ou je voulais pas qu'il me raconte l'histoire de l'Algérie colonisée ou alors de la France d'après-guerre qui accueille justement cette vague d'immigration, mais vraiment la sienne. Et pour ça, je suis parti on est parti de la vie quotidienne. Mais j'ai commencé par ça, je lui ai dit ton plus lointain souvenir. Et donc il a d'abord commencé à me raconter en fait qu'il était courbé comme ça, c'est parce qu'il avait toujours froid. Et il avait froid parce qu'il y a cette expérience où il perd sa mère et il est pris d'une fièvre et il a 8 ans. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. C'est ces souvenirs-là pour, d'une certaine manière, en fait, sortir de l'image de mon père, de quelqu'un en fait qui n'est juste que mon père. Ce qui est déjà énorme, mais c'est aussi quelqu'un d'autre. C'est aussi un enfant, c'est un jeune adulte, c'est un immigré, c'est un exilé, c'est un travailleur. Et toutes ces dimensions-là, en fait, qui sont d'une certaine manière sa réalité, et même de toutes les manières, je ne les connaissais pas. Et j'aurais même pu finalement
les fantasmer. Par exemple, pendant très longtemps, j'ai eu honte que mon père soit ouvrier. J'ai eu honte que mon père soit maçon et je n'osais pas le dire, que ce soit à l'école, lors de la fiche, quand il fallait remplir la fiche de renseignement, parfois en société, quand je parlais avec des personnes dont les parents étaient avocats ou que sais-je. Et moi, je n'osais pas dire que mon père était maçon. Et finalement, je voulais aussi aller contre ça. Et quand j'ai commencé à l'interroger, que j'ai vu qu'il avait vraiment une vraie sensibilité à l'architecture, à la maçonnerie, que pour lui, avoir été maçon, c'était noble. Construire une maison, c'était noble. Travailler en équipe, ça l'était. Construire une ville aussi belle que Paris et aussi incroyable aussi. Enfin voilà, ça lui a fait énormément de bien. Construire des écoles, des commissariats, des mairies. Toutes ces choses-là, et en fait, finalement, pour moi, ça m'a fait énormément de bien de découvrir en fait mon père sous ces aspects-là. Donc ça a été très simple parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un vraiment qui témoignait et qui racontait ces choses-là. Je pense aussi que mon père on a commencé à discuter, il est décédé à 80 ans, on a commencé finalement à discuter aux alentours de 77-78 ans. C'est aussi un homme en fait qui arrive au bout du chemin, et là ça a été le cas, et qui finalement a envie de raconter ces choses-là. Et mon père aussi voulait raconter son histoire pour aussi raconter celle de tous les autres qui n'ont pas pu le faire. Il faut que ça visible, comme tu disais tout. C'est ça. Et donc on avait cette relation de confiance, et puis comme je l'ai dit au début, par chance mon fils est écrivain, et donc voilà, il rajoute en fait les mots qui me manquent. Donc voilà, il y a eu un espèce d'alignement des planètes qui a fait qu'on a pu faire ce livre ensemble. Mais ça s'est finalement, ça a été plutôt simple d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait vraiment une demande des deux parts, et comme mon père me le disait, si tu ne me poses pas la question, la réponse ne vient pas. Et finalement, la question est venue, et celle d'après, et des questions vraiment sur lui. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment en fait comment est-ce que lui avait vécu l'événement. Que ce soit la colonisation, que ce soit la naissance dans un village, que ce soit la guerre d'Algérie, que ce soit l'arrivée en France, que ce soit mai 68. C'est que fait l'événement en fait sur un individu. Et comment est-ce que l'individu s'adapte? Mon père parlait toujours d'adaptation. Il ne parlait pas d'intégration, encore moins d'assimilation, mais d'adaptation. Et je trouve qu'avec le peu de mots finalement qu'il avait, c'est le mot juste. Comment est-ce que l'individu s'adapte justement à l'événement quand l'événement arrive? Il n'avait pas spécialement envisagé de retourner en Algérie, sauf à des occasions très exceptionnelles, à tel point d'ailleurs qu'il vous avait laissé des consignes en disant « je vais être enterré en France pour rester, pour pas vous causer de soucis, c'est ça, pour pas vous... Tu penses l'avoir pas trahi, mais c'était important pour ta maman, je pense quand même, qu'il retourne. Et même pour lui, finalement, c'est une bonne question, parce que mon père, au début, voulait justement qu'on l'enterre ici. Et il voulait qu'on l'enterre ici parce que ce serait simplement plus simple pour nous. Donc d'aller le voir assez régulièrement, de ne pas avoir à aller à l'aéroport à chaque fois qu'on a envie en fait, d'aller sur sa tombe. Mais finalement, comme mon père était assez malade et il a eu un cancer de la plèvre, et donc il est resté assez longtemps malade et à la maison pendant environ un an et demi. Et à la fin, c'était plus aussi évident et aussi clair. Il pensait souvent à son père, et son père qui est enterré en Algérie, et il avait parfois même presque des hallucinations. Et donc voilà. Ouais, je pense. Et finalement, c'est aussi ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est la complexité en fait de nos parents et des individus finalement qui sont autour de nous. La question qu'on n'ose pas poser. C'est ça. Et qu'il faut poser de façon d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et puis aussi le droit de changer d'avis. On peut changer d'avis, et on peut aussi à un moment en fait avoir une idée complètement arrêtée sur une situation, notamment l'endroit où on a envie d'être enterré, et puis les derniers jours se dire finalement non. Même si pour vous c'est plus simple, même s'il ne l'a pas formulé, mais on le sentait. Et comme ma mère aussi avait envie qu'il soit aussi enterré en Algérie, et c'est finalement toute cette complexité, et c'est la complexité de la vie, et qu'on vit tous autour de nous, avec nos enfants, avec nos amis, au travail, etc. Et c'est comment est-ce que justement on s'adapte à cette complexité. Comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte finalement que cette complexité soit acceptée, parce que c'est la vie. Et parfois, quand c'est binaire et quand la personne a dit oui, tu peux, non, tu ne peux pas, etc., on a l'impression en fait que cette personne nous trahit ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement qu'à ce moment-là, en fait, l'événement fait que la personne change d'avis et que nous-mêmes, on va peut-être plus marcher à ses côtés à ce moment-là. Donc voilà, on essaye d'apprendre au fur et à mesure à l'accepter. C'est ce que mon père d'ailleurs disait au niveau de la mort. Par rapport à la mort, mon père disait tu passes ta vie à te battre contre elle, et à un moment, tu l'acceptes. Fatigué en fait que tu es de te disputer avec elle d'une certaine manière. Et finalement, la leçon de vie de quelqu'un qui arrive au bout du chemin, c'est celle-là. C'est beaucoup plus complexe en fait que les décisions qu'on prend, et il faut essayer de s'y adapter. Je ne sais pas si ma mère a lu le livre, en tout cas elle l'a à la maison, et peut-être qu'elle le lit. Elle m'avait dit en fait que La Barbe, donc le premier qui est beaucoup plus court, à un moment elle est venue voir quelques mois après, elle m'a dit c'est bon, je l'ai lu.
Donc je ne sais pas à quel rythme, comment, donc elle lit très difficilement, parfois même elle déchiffre en fait les mots. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'elle doit quand même y jeter un œil, s'y plonger. Elle est aussi bien évidemment au courant du projet. Et peut-être pour vous raconter une anecdote, ma mère au début n'était pas tout à fait à l'aise. C'est pour ça qu'elle témoigne moins et qu'elle est moins présente dans le récit par rapport au fait de raconter son histoire en fait et de la livrer au public à travers la lecture. C'est très voilà. chez nous, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Hein, et c'est ce qu'elle disait. Voilà, ce qui se passe au foyer reste au foyer. Mais finalement, comme mon père est décédé juste avant la sortie du bouquin, et donc à un moment mon père était sur son lit de mort et ma mère lui a dit, enfin je l'ai vraiment entendu lui dire, t'inquiète pas, on va s'occuper de ton livre. Et donc voilà, c'est ça, avec un petit peu, vous savez, ce que peut dire une femme qui vient de perdre son mari, avec qui elle a vécu quasiment, enfin ouais, même 60 ans presque. Et elle dit, t'inquiète pas, on va s'occuper de ton livre, voilà, il est là maintenant, t'as laissé ton histoire, etc. Donc voilà, c'est aussi de cette complexité dont je parlais, c'est que vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un est réticent à un projet, mais en vérité, cette personne n'est pas forcément réticente, c'est qu'elle ne sait pas comment se positionner par rapport à ce projet. Et moi, donc, je la titille un peu, je dis, bah écoute, tu devrais quand même raconter 2-3 trucs. Donc, elle m'en a effectivement raconté, et elle n'a aucun problème pour raconter justement ces choses-là, mais c'était l'idée que ce soit dans un livre. Et finalement, d'ouvrir les portes de sa maison à tout à chacun, et c'est ce qui l'a un petit peu dérangé. Et donc voilà, mais à la fin, elle est vraiment très contente et très fière. Et puis, je pense qu'elle est aussi contente que son fils ait trouvé cet équilibre dans cette activité-là. Et c'est, je pense, ce qui compte et ce qui est essentiel pour elle. Ouais. C'est vrai que dans les valeurs communes qu'on a et que nos parents nous ont transmises, plus particulièrement c'est issu de l'immigration, c'est la notion de discrétion, de respect de l'autre. Et l'école, c'est vrai que pour souvent des parents qui ne sont pas allés à l'école, c'est la valeur refuge importante. Ah bah c'est essentiel pour mes parents en fait, l'école ça a vraiment été, ça a été un projet de vie en fait et ils ont construit justement tout leur effort et toute leur vie Joli, autour, ah bah c'est ça, et sur, pour un papa maçon, ça absolument, et sur finalement la scolarité de leurs enfants. Et ça avait encore plus de sens pour eux qui n'ont finalement jamais été à l'école et qui se sont rendus compte, moi je m'en suis un petit peu rendu compte, vous savez, quand j'ai décroché, et quand on décroche en fait on perd énormément de mots, on perd le rapport en fait à la lecture, à l'écriture, à toutes ces choses-là, et on perd ça très rapidement. Et c'est pour ça qu'on devient peut-être de plus en plus vulgaire et de moins en moins, on va dire, éclairé, futé, parfois même j'ai envie de dire intelligent, j'ose le mot, parce qu'on ne nourrit plus justement notre intelligence, notre culture, toutes ces choses-là. Et pour eux qui n'ont jamais eu la chance d'aller même une journée à l'école, ils se sont rendus compte en vivant à Paris, enfin voilà, il y a des émissions de télévision, il y a le journal télévisé, je me souviens que le journal télévisé, voilà, c'était aussi un grand moment parce que c'était d'une certaine manière en écoutant ce français parler, mais sous le format de l'information, et finalement c'était aussi d'une certaine manière une fenêtre sur ce pays-là, sur le monde, et qui était accessible à eux. C'était une fenêtre en fait à travers laquelle ils pouvaient regarder, et parce que justement il y avait aussi ce rapport à la langue qui avait été un petit peu plus développé au fur et à mesure que les enfants étaient à l'école, alors qu'avant ça mon père me disait on n'écoutait pas les infos, on ne regardait pas. Il me disait parce qu'on avait l'impression que ça ne nous concernait pas, mais aussi et certainement parce qu'ils ne comprenaient pas tout ce qui se disait. Ça allait parfois trop vite, etc. Et donc voilà, pour eux ce rapport à la langue et à la scolarité ça a été vraiment central. Et mon père a fini justement par habiter Paris et il a vraiment vécu la ville dans tous les sens du terme. Donc il l'a bâti, comme mon père disait, je connais Paris mieux que c'est qu'il la chante. Et donc il l'a bâti, il l'a habité et en fait il y a laissé aussi d'une certaine manière ses enfants. Et ce qui est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire. C'est il y a vivre dans un endroit, y faire sa vie et laisser en fait sa trace, en l'occurrence sa progéniture, d'une certaine manière en fait vivre aussi sa vie comme lui aurait peut-être aimé la vivre à un moment où ça avait été compliqué pour lui. On est un peu mieux à Paris que lui ne l'a été. Lui, il l'a été beaucoup plus difficilement et malgré ça, il y a été, il y est resté. Et nous, on y est peut-être un peu plus facilement, un peu plus confortablement. Et c'est ça son héritage. Et moi, j'espère faire en sorte que mes enfants, ils seront aussi encore un peu plus chez eux dans cette ville-là. Il y a peut-être des quartiers, des arrondissements en fait où je ne suis pas encore chez moi, à Paris, dans ma ville. Peut-être que eux, en fait, ils seront beaucoup plus facilement. On verra, mais vivre une ville, vivre un pays et vivre d'une certaine manière une identité, c'est un travail de longue haleine. Donc lui a fait sa part du job et maintenant il nous a laissé justement quelques clés pour qu'on continue à faire un peu la nôtre et au fur et à mesure on avance comme ça. Et c'est finalement ce qui s'est passé avec par exemple ce maçon creusois et qui lui est arrivé à Paris, a commencé à d'une certaine manière y faire son trou et j'ai rencontré ses descendants.
et qui y sont maintenant et installés et qui sont vraiment de vrais Parisiens et qui n'oublient pas en fait que leur aïeul a commencé à d'abord creuser un petit espace, à y faire son trou. Celui d'après est venu, il a mis un petit peu de chaume. Celui d'après est venu et a tracé un petit chemin, etc. Et maintenant, 4-5 générations d'après, ils sont parisiens et ils vivent la ville. Parce que quelqu'un au départ, en fait, est arrivé, on va dire, dans un contexte difficile, mais il y est resté, a commencé à y faire une fois de plus son trou. Et voilà, on doit beaucoup de choses en fait à ceux qui sont venus avant nous. Et j'espère que ceux qui viendront après nous auront encore un petit peu de nous. Et l'idée en fait de ce livre-là, et notamment pour les jeunes, c'est aussi celle-là. C'est regarder ces parcours dans leur entièreté. Et autant que possible, bien évidemment, on ne pourra jamais complètement être précis, mais en tout cas, il y a pas mal d'informations. Et voyez en fait ce qu'il est arrivé à la fin de ces parcours. Ces parcours ont donné ça. Ont donné en fait ces actions-là, ces identités et des choses en fait qui d'une certaine manière rayonnent. Je vois que maintenant, je suis assez régulièrement et souvent invité pour aller finalement parler de lui. Et je m'en réjouis, mais voilà, lui il n'est plus là, mais il a eu ce parcours en fait vraiment de ça, quand il me parle de son enfance, en fait c'est la famine quoi. C'est compliqué, c'est la colonisation, c'est toutes ces choses-là. Il est né pendant la Seconde Guerre mondiale, il en a vécu encore une autre avec la guerre d'Algérie, enfin vraiment des événements extrêmement douloureux et difficiles. C'est ça, mais finalement il avance, il continue, il fait quelque chose et il termine d'une certaine manière par écrire son livre. S'il y a mon nom en fait sur le livre, il y a d'abord et surtout le sien. Et le message, en fait, c'est vraiment celui-là. Vous qui aujourd'hui avez l'impression de n'avoir le droit à rien, de ne pas avoir de chance, d'être dans des quartiers difficiles, etc. Ce qui aussi est le cas, ben, vous ne serez jamais dans un quartier aussi difficile que le village où lui est né, ou le hameau de la Martinège dans la Creuse en 1815, d'où Martin Nadeau vient. Et pourtant, regardez le chemin. Vous voyez ? Donc voilà, c'est un peu le message. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est possible. À vous de jouer d'une certaine manière. On va dédier cette petite interview à la mémoire de ton papa. Prochain livre avec ta maman? Peut-être, on verra bien. On verra un peu comment est-ce qu'elle se sent justement par rapport à cet exercice-là. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment d'actualité parce que on va dire que ce livre-là va nous nourrir pendant, à mon avis, encore un certain temps. Mais qui sait, parfois le déclic peut se faire très rapidement. Donc on en parlera peut-être à une autre occasion, mais en tout cas, elle a des choses à dire. Merci beaucoup, Marc. Un matin de printemps, venu pour perpétuer la race de mes parents. N'oublie pas ton grand-père, était un homme fier, un kabyle des montagnes, un kabyle des montagnes.